Bonjour à tous. Alors vous avez remarqué, il nous manque un intervenant, mais on va démarrer quand même. Et puis il nous rejoindra certainement. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est commencer par se présenter rapidement. Parfait. Peut-être laisser la main à Raphaël, notre speaker qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Raphaël Roch, je suis un des cofondateurs de Food Lab. On est dans 5 villes en France aujourd'hui, on est un réseau de food court, donc en fait on réunit dans des mêmes emplacements plusieurs enseignes de restauration, d'où l'omnicanalité pour nous qui est importante. Et ma foi, voilà, c'est une société qui a 4 ans aujourd'hui. Bonjour à tous, enchantée. Marion, moi je suis General Manager du Beurre Direct en France. Beurre Direct, c'est la solution de livraison du beurre en marque blanche pour les restaurateurs et d'ailleurs tous les e-commerçants. Le principe, c'est que les commandes sont passées sur le site du restaurant directement et on opère uniquement la livraison. Bonjour à tous, Antoine, moi je suis cofondateur de Dood, une plateforme qui permet de digitaliser l'ensemble des canaux de commande et le paiement, donc voilà, avec une approche très omnicanale, d'où la présence aujourd'hui. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on débute donc avec le sujet du jour qui est l'omnicanalité et vous présenter en quoi c'est un levier incontournable de croissance pour l'ensemble des restaurateurs. Déjà, peut-être commencer par l'omnicanalité en quelques mots, sans rentrer dans trop de détails. L'omnicanalité, c'est quoi? C'est la capacité finalement à adresser ses clients dans tous les moments de consommation. Et tous les moments de consommation, pour les adresser, ça nécessite en fait de multiplier ces canaux de distribution. Et notamment, on va voir que ça passe par du digital, par de la livraison. Le constat, c'est lié à quoi? Le constat, c'est qu'aujourd'hui, cette omnicanalité, elle prend de plus en plus d'importance. On voit qu'il y a des habitudes de consommation qui évoluent très, très sensiblement depuis un certain nombre d'années sur certains leviers. Typiquement, on sait que le digital, aujourd'hui, il est omniprésent. Quand on sait que 90% des consommateurs recherchent leur restaurant sur Internet, on voit que c'est important. Ces derniers temps, on a des phénomènes aussi qui contribuent à cela. Il y a l'avènement du télétravail, donc on ne consomme plus forcément de la même manière. Il y a aussi un contexte inflationniste de pouvoir d'achat qui fait qu'aussi les Français consomment différemment. Et bien évidemment, il y a un constat de base, c'est qu'aujourd'hui, la livraison est de plus en plus prégnante et que tous les Français ont pris l'habitude de se faire livrer. Et je laisserai Marion étayer sur cette partie-là qui pourra nous communiquer des KPI plus précis. Mais voilà, le constat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a cette nécessité à travailler son omnicanalité. Et ça va passer à la fois par une digitalisation, parce que pour pouvoir adresser les clients, il faut être digitalisé, il faut développer ces canaux. Il y a le surplace, mais il y a aussi tout ce qui va se passer en ligne. Et également, c'est travailler sur ce channel qui est le delivery. Et du coup, même sur la livraison, ça passe par une multiplicité de canaux. Donc le fait d'être typiquement présent sur des plateformes comme Uber Eats ou les autres, aller finalement là où les clients sont, puisqu'il y a des clients qui sont là et donc c'est une manière de les capter eux. Ces clients-là, en général, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont commander. Sur Uber Eats, on dit que plus de 75% des clients, quand ils se connectent, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont manger. Ils sont vraiment dans une idée de découverte et ça permet de capter une partie de cette clientèle. Et puis avoir la livraison aussi sur son canal en propre, puisque quand on a fait l'effort de ramener un client sur son site, sur son app ou par téléphone, c'est important de lui offrir à nouveau tout un panel de services et donc de lui proposer du click and collect et de la livraison également en propre. Ça permet aussi d'un point de vue fidélité d'avoir un parcours un peu plus unifié, d'avoir finalement une offre de feed qui soit uniforme à travers les différents canaux, que ce soit en surplace, en click and collect ou en livraison. Donc c'est ça le but. Et en fait, avec Dood, l'idée de notre partenariat, c'est de se dire que finalement, mettre en place la livraison pour un restaurant, et je pense que Raphaël en témoignera bien mieux que moi, mais c'est pas forcément si simple de le faire en propre. D'un point de vue à la fois technologique et opérationnel, ça nécessite d'avoir pas mal de choses derrière. Et donc, Dood finalement soutient toute cette partie technologique pour la prise de commande et beaucoup plus, et Antoine le redéveloppera. Et Uber Direct permet de mettre à disposition toute la partie opération et technologie de la livraison qui, pareil, est assez complexe. Ouais, non, c'est clair que c'est pour cette raison que les grandes enseignes type Sushi Shop et Pizza Hut et d'autres aujourd'hui passent par les plateformes de livraison. C'est parce que la livraison, c'est un vrai métier et c'est une vraie logistique. Et aujourd'hui,
Uber, clairement, remplit la mission. Moi, aujourd'hui, je suis partenaire de vos 2 services, que ce soit Dood pour la partie marketplace. Donc, en fait, nous, si vous voulez, vous pouvez commander depuis votre téléphone, choisir en livraison, sur place ou à emporter, au sein de tous les restaurants qui sont présents dans mes sites. Donc, c'est ça pourquoi ce service m'a plu. C'est parce que je peux commander dans un Black and White, dans un Obi-Nobi, dans plusieurs enseignes en même temps et me faire un panier avec un burger, des sushis, de la pizza, livré en même temps et, pardon de le dire, mais moins cher que par Uber Eats. Donc très clairement pour moi, c'est un vrai service que j'offre à mes clients qui répond à une vraie demande qui est souvent de savoir qu'est-ce qu'on va manger. Toi, tu as envie de manger quoi? Moi, j'ai envie de manger ça. Et bien clairement, Uber Direct me permet d'avoir un partenaire sur lequel je peux me reposer et qui clairement fait le taf. Donc aujourd'hui, ça permet à mes restaurateurs environ 30% de leur chiffre d'affaires en contributif, c'est de la livraison. Donc c'est pas neutre dans la street food. Et ça me permet de leur permettre de travailler avec les plateformes, les agrégateurs traditionnels et en plus un service qui est direct offert par nous pour leur apporter du chiffre d'affaires additionnel en complément puisqu'on ne vient pas cannibaliser l'offre de la plateforme puisque nous, on a comme promesse de dire que vous pouvez commander dans plusieurs restaurants en même temps, ce qui aujourd'hui n'est pas encore complètement faisable sur les plateformes. Et tu observes une différence entre tes commandes en livraison et les commandes sur place ou à emporter? Juste un peu par curiosité, est-ce que c'est les mêmes types de commandes ou Alors pas? nous, vu que c'est du multi-enseigne, très clairement le ticket moyen est beaucoup plus important puisqu'il y a plusieurs plats dans le panier et les gens se lâchent beaucoup plus en livraison, ça c'est une certitude. On a des tickets moyens qui sont beaucoup plus élevés. Au-delà du fait qu'ils commandent dans plusieurs restaurants, on se rend compte que même unitairement dans chaque restaurant, les gens commandent plus en livraison. Donc pour nous, évidemment, c'est du plus. Ok, ouais, donc par rapport à ce que tu dis, ce qu'on constate, ce qu'on peut résumer, c'est que finalement aujourd'hui on a une consommation qui est assez hybride. Là aussi Raphaël pourra en témoigner, mais finalement on va avoir une consommation sur place, on va avoir une consommation, on l'évoquait, en click and collect, on va avoir une consommation en livraison sur les marketplaces, mais aussi en direct. Et par rapport à ça, en fait, nous, notre mission avec Uber et d'où notre partenariat, en fait, c'est d'accompagner les restaurateurs sur toutes ces chaînes-là pour mettre en place un outil qui d'une part va proposer une expérience client qui soit optimale sur la partie digitale par rapport à la prise de commande jusqu'au paiement et le service de livraison avec tout le suivi qu'on va retrouver de tracking livreur, de SMS, etc. Mais aussi c'est accompagner l'opérationnel, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit fluide pour les opérations dans le point de vente. Donc là aussi on a développé des solutions qui viennent complètement s'intégrer au flux opérationnel du point de vente avec des intégrations caisses, des tickets qui sortent en production sur les imprimantes tickets, etc. Et voilà, je vais peut-être rebondir avec Raphaël, mais ce qui est intéressant chez Raphaël, et encore une fois merci d'être là, c'est comment tu as évolué aussi, parce qu'au départ tu étais sur un concept peut-être plutôt dark kitchen, donc essentiellement sur les marketplaces, et rapidement au fil des mois, des années, tu as omnicanalisé, si je puisse me permettre, ton parcours. Et si tu peux nous le traduire en fait concrètement? Clairement, on est né en 2020, donc en plein pendant le Covid. Donc évidemment, le boom de la livraison. Donc nous, en fait, on a pensé, les premiers Food Lab étaient dédiés à la livraison et à emporter uniquement, pas de surplace. Évidemment, la livraison cartonnée, les restaurants pouvaient en vivre suffisamment pour qu'ils ne fassent que ça. Les choses ont un peu évolué pour plein de raisons. Et en fait, nous, très rapidement, on a pris le parti, à partir du moment où on avait la solution qui nous allait bien, c'est la tienne, donc Dood, de prendre le parti d'avoir une centralisation des commandes sur une borne de commande ou sur une appli mobile. Et à partir de là, on s'est dit, on peut recevoir du public, on peut faire en sorte de passer du B2B à du B2C. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a développé cette omnicanalité depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi. Et très clairement, c'est un vrai plus pour mes clients, les restaurants, puisque ça leur fait des sources de revenus complémentaires de tous les côtés. Et aujourd'hui, c'est obligatoire dans la street food de pouvoir avoir tous les temps de consommation et tous les leviers de chiffre d'affaires. Donc voilà. Et tu arrives à suivre un peu si les mêmes clients font du coup de la livraison, du click and collect, du surplace. Est-ce que c'est des clients très différents ou est-ce que ça augmente aussi la fréquence de certains qui utilisent un peu tous les points de contact? Ils utilisent tous les points de contact. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on a toutes les datas qui remontent. Comme l'a dit Antoine, l'outil est très bien fait. Et ce n'est pas parce qu'il est à côté de moi que je vous le dis, sinon je ne serais pas là. L'outil est très bien fait. Ça vous permet de collecter de la data, que ce soit aussi bien d'ailleurs à travers Uber Direct et Dood. En fait, on a 2 points d'entrée pour de la data. Et on se rend compte, oui, en effet, qu'on a une grosse récurrence de clients et qui viennent utiliser tous les différents leviers de consommation. Donc pour nous, encore une fois, c'est cool. Et ça, je pense que c'est très, très important parce qu'en fait, c'est aussi cet effet de rebond qu'il va y avoir derrière.
Globalement, mon client, potentiellement, je vais pouvoir le capter sur place. Il va venir déjeuner, dîner chez moi. Le digital permet de capter la data. On verra aussi qu'au-delà de la commande, du paiement, ça peut être aussi de la fidélité. Donc, adosser un programme de fidélité pour capter cette data. Et demain, c'est la capacité à pouvoir l'adresser, encore une fois, sur d'autres moments de consommation. Je suis au bureau, je veux faire un pick-up, je vais commander, je vais venir récupérer, je veux me faire livrer, je vais pouvoir l'adresser. Ce qui n'était pas forcément possible jusqu'ici, et ça c'est vraiment la force aussi du partenariat avec Uber, c'est qu'aujourd'hui, gérer des flottes de livreurs en termes de logistique, en termes RH, c'est compliqué. Et avec Uber, vous avez finalement une solution plug and play, on en reparlera, mais c'est mis en place très simplement, instantanément, au travers de solutions intégrées comme Dood. Et finalement, vous allez développer ce canal et vous allez développer ou redévelopper une ligne de chiffre d'affaires qui avait disparu ou qui n'existait pas. Et clairement, avec toutes les intégrations, que ce soit sur les programmes de feed, il y en a plein qui sont présents ici, sur des systèmes de caisse. Enfin, l'idée, c'est aujourd'hui de se digitaliser. Je pense que c'est obligatoire. Ceux qui ne le font pas, à mon avis, ne tiendront pas très longtemps. Et en fait d'avoir un outil global sur lequel on peut piloter toute son activité. Et clairement, Dood est intégré aujourd'hui avec quasiment tous les plus gros partenaires du digital dans la food tech ou dans la restauration. Et en fait, voilà, ça vous simplifie les choses. Vous n'avez pas 10 portes d'entrée, vous en avez qu'une. Et voilà. Et pour rebondir un peu sur la partie data, on parlait aussi tout à l'heure de l'importance des opérations. Puisque du coup, évidemment, la data, il y a toute cette data client, donc que ce soit pour suivre la consommation, les paniers, la loyauté, etc. Mais aussi toutes les données liées aux opérations. Typiquement, quelque chose qui est très important quand on met ce genre de solution en place, c'est de s'assurer que la temporalité entre le moment où le livreur est commandé, entre guillemets, le moment où la préparation de la commande démarre en cuisine, le moment où le livreur arrive, que tout ça, c'est hyper synchronisé. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va optimiser avec plein d'algorithmes derrière. Et on va aussi collecter énormément de data sur ce qui se passe pour pouvoir faire de l'amélioration continue. Parce que typiquement, si le livreur arrive trop tôt et qu'il attend, c'est pas efficace. Ça va faire de l'engorgement, entre guillemets, d'avoir des livreurs qui attendent sur place. Ça a un coût aussi, puisqu'ils sont rémunérés pendant leur attente. À l'inverse, s'ils arrivent trop tard, ça fait des commandes qui sont froides ou qui s'empilent. Donc le but, c'est vraiment de s'assurer que grâce à toutes les données qu'on collecte et qu'on communique, il y a vraiment un échange permanent de données qu'on reçoit et qu'on renvoie, on arrive à ce que tout se passe vraiment sans couture. En fait, ça paraît très simple quand ça marche bien, mais justement, pour que ça marche bien, il y a pas mal de complexité derrière. C'est certain. Aujourd'hui, nous, on a un très très faible, moins d'1% de problématiques sur les courses qui sont opérées par Uber Direct, ce qui n'arrivera jamais si vous avez une solution en propre. Et très clairement, c'est de l'horlogerie suisse. C'est montant descendant entre vous, donc en fait vous communiquez parfaitement, donc ça c'est génial pour le restaurateur. Il pilote tout depuis une tablette, et puis nous on s'assure juste que les commandes puissent passer convenablement via Dood. Mais ça paraît, quand c'est toujours de toute façon, quand ça paraît simple, c'est que c'est bien fait. Et il y a un point qui est important aussi, c'est que vous êtes sur une solution finalement en marque blanche. C'est votre solution à vous, avec une flotte de livreurs externalisés, mais qui travaillent pour vous. Désolé. Bonjour Adrien. Mais vous gardez la main, en fait, c'est vous qui êtes maître à bord. C'est-à-dire que c'est vous qui allez définir sur quelle zone de livraison vous voulez opérer. Ça peut être un rayon, ça peut être des quartiers, des rues. Vous allez définir vos bonnes pratiques, un panier, un montant minimum de commandes. Vous allez pouvoir gérer les coûts de livraison. Est-ce que vous les laissez à la charge du consommateur? Est-ce que vous en prenez en charge une partie? Est-ce que vous l'offrez à un niveau de montant? Tout ça, encore une fois, potentiellement pluguer un programme de feed où le client il va gagner des récompenses et il pourra avoir une livraison offerte au bout d'X commandes. Voilà. Donc c'est vraiment un outil qui est à votre disposition et qui est à votre main. Et ça, c'est important. Vous êtes maître de la livraison, ce qui est peut-être moins le cas sur les plateformes Uber, Deliveroo, même si encore une fois, c'est pas antinomique. Ouais, c'est plutôt complémentaire, je dirais. Ouais. Je pense que comme on le disait tout à l'heure, l'idée c'est de venir chercher les clients où ils sont et donc d'adresser finalement tous vos clients, que ce soit vos clients des plateformes ou vos clients en direct. Peut-être pour finir un tout petit peu sur la mise en œuvre, et puis après on fera aussi passer la parole à Adrien qui vient de nous rejoindre et qui a une grande expérience de la livraison et de l'omnicanalité à nous partager. Juste sur la mise en œuvre, moi je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais, Antoine. On est en effet à votre disposition et on est à la disposition de tous les types de restaurateurs. Je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que c'est une solution qui est plug and play, quelle que soit la taille, quel que soit le nombre de restaurants. Ça marche
tout aussi bien pour un restaurateur indépendant qui a peut-être un restaurant ou 2-3 restaurants que pour des chaînes qui ont des centaines de restaurants partout en France. On est présent à peu près sur tout le territoire, dans plus de 360 villes. Donc on va vraiment pouvoir couvrir tous vos clients et offrir une expérience du coup unifiée qui soit la même pour tous. Et peut-être du coup là-dessus, je ne sais pas Adrien, si tu veux nous partager un peu ton expérience de l'omnicanalité à la fois dans tes expériences passées et aujourd'hui chez Matsuri, quel est un peu le rôle de cette brique pour conquérir vos clients? Oui, bien sûr. Merci. D'abord, désolé du retard. J'étais sur une autre conférence à côté. Je suis arrivé sur le plateau comme si de rien n'était. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y avait Brice Condat qui était là de Impulse. Il dit, mais t'es invité? Donc, désolé. Donc, merci. Et oui, effectivement, moi, j'ai une première vie assez longue dans un très beau projet qui s'appelait Sushi Shop. Et l'omnicanalité, c'était effectivement notre quotidien, presque le point de départ, puisqu'au départ, avant l'arrivée de Deliveroo, d'Uber, vous aviez un chemin qui était unique, qui était effectivement de servir ses clients avec ses propres livreurs et de gérer la fidélité et finalement d'avoir quelque part 3 métiers à la fois d'être restaurateur, de faire de la fidélisation, avec des solutions techno qui n'existaient pas et de gérer en même temps la logistique et donc la techno qui était disponible à l'époque pour pouvoir le faire. Alors, pour tout un tas de raisons, effectivement, le marché a bougé. Les plateformes sont venues transformer ce marché. Et aujourd'hui, avec ces doubles solutions, que ce soit Uber ou Dood, on est capable effectivement d'adresser le marché de la livraison avec une valeur ajoutée, en reparlant à ses clients et en créant vraiment une traction et un lien, en reconnectant le restaurateur, l'opérateur avec son client. Donc c'est une très bonne chose et nous on est très contents de travailler avec Uber Direct. Alors chez Matsuri, puisque c'est ma nouvelle activité, c'est une autre enseigne de restauration japonaise, je n'en sortirai jamais, mais et qui est un concept de restauration essentiellement majoritairement de restauration assise. Bon, de restauration rapide mais assise, mais pour autant on fait quand même 30% de notre chiffre d'affaires en livraison. Donc Uber est un partenaire, on est très content justement de pouvoir, c'est très récent puisque la reprise a été faite en novembre, et on est très content effectivement de pouvoir travailler avec Dood et Uber pour adresser ces sujets. Et justement pour toi, qu'est-ce que ça change de le faire avec des partenaires et de plus avoir à le gérer en direct? Est-ce que ça laisse plus de temps pour se refocaliser sur le métier de restaurateur? Parce que tu le disais, sinon finalement il faut avoir plein de casquettes en fait. Il faut opérer tous les métiers à la fois. Est-ce que tu vois une grosse différence? Déjà, pour tous les restaurateurs de cette salle, ou en tout cas ceux qui sont dans ce métier, gérer de l'humain, c'est gérer du turnover. Et là, c'est effectivement déjà un métier qui est complexe. Donc si on peut s'externaliser et s'appuyer sur des partenaires qui sont, et pour l'avoir vécu avant leur existence, qui sont des spécialistes à la fois de la logistique et avec une technologie qui permet effectivement de mieux servir ses clients. Pour la petite histoire, et pour ceux qui faisaient de la livraison, qui commandaient chez eux de la pizza ou du sushi, ça c'était un peu le monde d'avant l'arrivée des plateformes, on avait un peu ces deux options. Bon, on était content lorsqu'on se faisait livrer en 45 minutes, voire 1 heure. Et ce qui a aussi changé, c'est la qualité du service et la proximité, et donc la rapidité, l'agilité de ces solutions, puisque c'est leur métier. Et on est bien content effectivement de se focaliser sur nos clients, servir nos clients, être à l'heure pour gérer ses services, gérer sa pré-production, etc., etc. Et donc avoir un métier être un peu plus compact sur son métier. C'est vrai que la vitesse, juste pour rebondir là-dessus, elle vient aussi du fait de mutualiser finalement une flotte de livreurs pour plein de restaurateurs, puisque si tu as ta flotte en propre, il faudrait vraiment staffer énormément pour pouvoir tout le temps garantir une livraison en quelques minutes, même sur 1 heure de pic. Donc c'est aussi le principe, ça ne vient pas uniquement de notre expertise, ça vient aussi de l'échelle et du fait qu'on a 65 000 livreurs actifs qui du coup sont là pour gérer les commandes de plein de restaurants, et donc ça nous permet de mutualiser les courses et d'en permanence avoir un livreur dispo, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit. Je voulais rebondir sur un point que tu as évoqué, Adrien, c'est que tu évoquais que Matsuri, pour le coup, c'est essentiellement à la base un réseau plutôt de restauration à table.
Et en fait, ce qui est intéressant, et on parle d'omnicanalité, c'est qu'aujourd'hui, vous avez fait le choix de digitaliser l'ensemble du parcours, que ce soit sur place, où vous proposez de la commande, du paiement, mais également à l'extérieur avec du click and collect, du delivery. Et peut-être quelle est aussi, je ne sais pas si je peux le résumer comme ça, mais l'ambition aussi et l'enjeu data que vous avez autour de cette digitalisation qui est présente sur finalement tous les canaux que vous proposez chez Matsuri. En fait, pour nous, c'est simple, c'est que le point de départ, c'est effectivement un restaurant, une activité de restauration plus classique, à table, même si elle se fait au travers d'un comptoir tournant, donc avec un service qui est dit rapide. Pour adresser la vente à emporter et la livraison, il faut effectivement intégrer de nouvelles briques techno et s'appuyer sur des partenaires. Donc on vient avec ces solutions renforcer le service et donc l'expérience client au global de l'enseigne, de la marque. Et si on est très content effectivement d'avoir un business qui est majoritairement en restauration assise, on est effectivement, on doit pour nos clients être capable de répondre à des envies, à des besoins qui sont différents la semaine, le week-end, le soir, à l'heure du déjeuner, et donc de proposer du click and collect avec une qualité de service, de proposer de la livraison à domicile avec une qualité de service également. Et il faut pouvoir leur parler et travailler cette fidélisation sur l'ensemble de ces canaux et pas uniquement avec ce qu'on faisait historiquement avec du couponing dans nos restaurants. Donc tout ça est absolument nécessaire, tout ça est parfaitement lié et ces moments de consommation sont divers et on est tous consommateurs une fois sur place en vente emportée ou en livraison dans des proportions différentes, mais on a tous besoin de quelque chose qui nous connecte au système de fidélisation. Et donc voilà, donc tout ça doit s'appuyer sur les mêmes solutions et les mêmes partenaires. Ok, Raphaël, au niveau de Food Lab aujourd'hui, en termes de répartition si tu as quelques data, mais sans aller dans trop de confidentialité, entre le surplace, plateforme, delivery, click and collect en propre. Ça s'articule comment ? Nous, on a la particularité d'avoir que des enseignes très street food, donc très pensées consommation rapide, qui se livrent bien, parce que ça, c'est aussi un sujet important quand on fait de la livraison, c'est d'avoir une gastronomie qui s'y prête. Aujourd'hui, dans les grandes masses, on va dire que la moitié du chiffre d'affaires de mes clients, il est passé en click and collect et en delivery. L'autre moitié en surplace. Et je pense que ça peut représenter assez bien les volumes globaux sur des enseignes de street food en France. En tout cas, c'est ce qui me paraît assez cohérent. En tout cas, ça confirme cette nécessité de travailler sur tous les canaux. Ah oui, c'est obligatoire. S'il n'y avait pas tous les canaux, déjà Food Lab serait mort. On s'est reposé à la base sur la livraison. Aujourd'hui, on a fait évoluer le modèle, mais dès le début, le modèle était pensé pour évoluer. Aujourd'hui, tous nos concurrents ne sont plus là. On est les derniers Mohicans parce qu'on a fait évoluer le modèle. Et ceux qui ne se reposent aussi que sur du surplace, ils peuvent tenir, c'est pas la question, mais ils se privent d'un chiffre d'affaires additionnel qui est bon à prendre en ces temps d'inflation et de hausse de loyer et de tout ce qui va avec. Et chez Matsuri, du coup, je ne sais pas si tu peux nous partager également un peu la part des différents canaux. Et puis, je suis curieuse de savoir aussi en termes de fidélité client, est-ce que vous observez une différence de loyauté entre les clients en delivery et les clients qui viennent uniquement sur place ? Est-ce qu'il y a une différence de fréquence, par exemple ? Oui, alors je vais faire une réponse qui est un peu attendue, mais la fidélisation, elle est aussi alignée avec la générosité qui est mise en face. Donc, ça va dépendre du point de départ et effectivement du taux de remise ou en tout cas du programme de fidélité, l'agressivité du programme de fidélité qu'on met en place. Donc, lorsqu'on fait l'effort notamment de venir et de ne pas se faire livrer, donc il y a une récompense financière, effectivement, il y a pour l'entreprise de meilleures marges, donc on peut redistribuer de la marge et donc du pouvoir d'achat, et donc effectivement on est sur un sujet qui transforme davantage, parce qu'effectivement on va proposer moins 5, moins 10, moins 20%, moins 30% sur ce canal. Donc c'est pour beaucoup de concepts de restauration, pas que pour Matsuri, mais pour tant d'autres, lorsqu'on arrive à conjuguer une bonne expérience client assise, de restauration assise, ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs, entre la restauration et la restauration assise et la restauration en vente emportée, on sait qu'on en a sous le pied et donc on peut enclencher ça. Donc le prix
en tout cas, la générosité qui est donnée, qu'on plug dans un système de fidélité, permet effectivement d'enclencher la machine et aller chercher de la croissance. Donc, pour Matsuri, le point de départ est assez faible, est assez bas, donc on est à 8% aujourd'hui de vente emportée. Donc quand on compare, des pure players, ça n'a rien à voir puisqu'ils ne font pas de surplace. Donc on parle en volumétrie, c'est des montants quand même significatifs. Mais voilà, donc on a une réserve de croissance qui est potentiellement du double. On va aller chercher 15 à 20% en tout cas 15% de moyenne sur la vente emportée. Et dans un modèle qui se veut être un modèle de restauration assise majoritairement, la livraison doit évoluer entre 20 et 30%. Voilà. Et là, tu touches aussi le sujet de l'équation économique, puisque derrière, il y a un peu la générosité client d'un côté et puis l'équation économique pour le restaurateur de l'autre. Et je pense que la livraison, il y a eu beaucoup d'a priori sur le fait que c'est une activité qui est difficilement rentable, parce que forcément, ça a un coût. Donc c'est intéressant aussi une autre manière de comprendre cette générosité en surplace versus en livraison, c'est de se dire que finalement, le client, il est aussi prêt à avoir une différence entre les deux. Et il est prêt à payer pour une bonne expérience de livraison. Et donc finalement, il est OK pour participer au coût de la livraison. Je ne sais pas si là-dessus, vous avez aussi un petit retour d'expérience sur la rentabilité des différents canaux, sans rentrer forcément dans les détails. Mais nous, à notre niveau, on a la chance, vu qu'on peut faire du multi-basket, donc plusieurs commandes dans le même panier. On a des tickets moyens qui sont importants. Le ticket moyen important nous permet de bénéficier d'une marge et donc d'une rentabilité intéressante. Et très clairement, nous, on prend en charge des frais de livraison à hauteur de 50%, ce qui fait que pour nos clients, ils se font livrer plusieurs repas en même temps pour des frais relativement restreints, parce qu'ils n'ont pas de frais de service, en plus des frais de livraison. Donc, très clairement, pour nous, c'est un vrai plus à ce niveau-là. Et du coup, ils se lâchent sur le panier. Et du coup, ils se lâchent. Mais de toute façon, en livraison, on le ressent, les gens sont beaucoup moins regardants. Oui, et puis ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que tu gardes le contrôle en fait. C'est toi qui as défini les règles demain, du jeu. Je décide, je mets 100% de prise en charge de livraison, je peux faire une opération de communication dessus qui va être assez agressive et qui va permettre de garder la main. Et pareil pour la feed, pareil pour la data client. Aujourd'hui, quand on passe en marque blanche avec Uber Direct, on garde la data de ses clients. C'est quand même aujourd'hui le nerf de la guerre. Ok. Adrien. Non, mais c'est important et effectivement, on se dit souvent, est-ce que il est trop tard? C'est-à-dire que pour ceux qui ont connu ce métier de la livraison en direct avant l'arrivée des plateformes, il ne faut pas se mentir, c'était quelque chose qui était très anxiogène en disant on va perdre définitivement la relation client et la data. Et donc, c'est un sujet à moyen long terme qui est compliqué. Avec ces solutions, on reprend du grip sur sa relation client. C'est nécessaire, ça prend du temps. Effectivement, ça se reconstruit, mais il faut effectivement bien l'intégrer. Il faut être, je pense, investir aussi. Et tout en se rappelant que de toute façon, c'est vrai, le client est prêt à payer pour une livraison. Et ça, l'arrivée des plateformes, le changement de paradigme l'ont rendu possible. Parce qu'avant, c'était gratuit. Forcément, tout le monde le proposait gratuitement, que ce soit Domino's Pizza ou Sushi Shop, par exemple. La livraison n'était pas valorisée. Là, on sait qu'elle a un coût. Nous, en tant qu'opérateur, on sait qu'elle a un coût. Ça coûte entre 7 et 8 € une livraison. Donc, selon le panier moyen d'une commande, on voit effectivement en pourcentage que ça peut ramener en pourcentage que ça peut faire. Donc, avec ça, on a effectivement de l'agilité potentiellement pour lancer un programme de feed. Et même si on en est au tout début, comme Matsuri, ou même si ce n'était pas le cas pour d'autres activités. Donc c'est une solution très agile qui est d'ailleurs à un coût raisonnable, puisque je vous laisse faire les maths, hein, chacun dans votre coin, mais à 7-8 € de coût de livraison si vous embranchez des livreurs. Voilà, donc vous verrez que les solutions de type Uber Service sont assez compétitives. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Et donc voilà, on vous engage, nous, petits opérateurs de marque, à faire ça parce que ça change effectivement. C'est nécessaire pour nos clients d'aller proposer l'ensemble de ces services, que ce soit sur place, livraison ou en temps porté. Et puis tu n'as pas de coût de fixe. En fait, tu vas juste payer les livraisons que tu utilises. Donc, ce qui permet aussi de le faire, même quand tu ne sais pas forcément quelle part la livraison va représenter. Ça permet de démarrer finalement, et même avec juste quelques livraisons par semaine ou par mois, de s'y retrouver.
Et pour rebondir sur ça, je dirais que voilà, c'est la même chose avec le digital. Le jour où on enclenche une démarche où on va digitaliser son parcours client, digitaliser par rebond ses opérations, finalement, pourquoi se priver de canaux? Pourquoi ne pas activer tous mes canaux pour aller chercher de l'additionnel, pour répondre aux besoins de mes clients? Donc là aussi, je crois que c'est une stratégie globale à avoir en tête. En tout cas, nous, on en est convaincus. Et comme le disait Marion, je réinsiste là-dessus, mais c'est aujourd'hui des solutions qui sont éprouvées, qui sont plug and play et qui ne vont pas venir perturber vos opérations. Et ça, c'est important. Et dans l'omnicanalité, on oublie aussi un dernier point que nous ne faisons pas, enfin je ne crois pas en tout cas, c'est le drive. Il y a de plus en plus d'enseignes, les New School Tacos et j'en passe, qui se mettent à faire du drive à petite échelle, alors que c'était réservé jusqu'ici aux gros porteurs. Et ça fait partie aussi d'une omnicanalité importante sur laquelle on peut aller récupérer du chiffre d'affaires évidemment dans des emplacements géographiques qui s'y prêtent, mais voilà, tout ce qui est possible pour apporter du chiffre d'affaires, il faut évidemment l'envisager. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans l'Assemblée? On a été très clair. Oui. Bonjour, merci beaucoup. J'ai une question. On a pas mal parlé des frais du coup de livraison, mais on a un peu moins parlé des 30-35% que les plateformes peuvent prendre. Donc effectivement, quand on fait de la restauration sur place, on peut comprendre que c'est des vases communicants par rapport à une table qui est immobilisée, par rapport à du service. Mais quand on a la restauration rapide sans consommation sur place, pour parler pas mal de restaurateurs, il y en a qui augmentent leur prix. Du coup, c'est pas uniquement je fais facturer les frais de livraison, mais c'est que j'augmente aussi le prix de mes plats. Qu'est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce qu'il faut mettre des prix plus chers pour garder de la marge? Parce que quand il n'y a pas de restauration sur place, c'est pas des vases communicants malheureusement, et pour le coup, c'est un vrai coût qui vient attaquer très fort la marge. Alors, je laisserai Marion compléter, mais je dirais que là, justement, dans cette approche où finalement on va redévelopper son canal en propre au travers de solutions digitales adossées comme Dood à Uber Direct, finalement, cette mécanique-là, elle n'entre plus en jeu. Effectivement, après, comme on le disait, ça va plutôt être de se dire, est-ce que ce service de livraison, ça coûte la livraison? Est-ce que je le prends en charge? Est-ce que je laisse tout à la charge du consommateur? Est-ce que j'en prends la moitié en charge? Je vais travailler sur un panier minimum de commandes, parce qu'effectivement, comme l'évoquait Adrien, après ça va dépendre de la distance, mais sur un coût à 7-8 euros, si j'ai des commandes à 5 euros en face, l'équation économique, elle ne fonctionne pas. Voilà, tout ça, mais en fait, là, l'intérêt, c'est que vous allez être maître du jeu. C'est-à-dire que c'est vraiment vous, par rapport à vos produits, à vos paniers, à la marge et au coût que vous souhaitez laisser c'est surtout, si je facturer au niveau de la livraison. C'est que Uber Direct, ce n'est pas un pourcentage de commission sur le panier, c'est un forfait fixe. C'est juste la livraison. Vous payez un forfait. Oui. Là, Uber Eats, c'est différent. C'est pour ça que c'est deux services différents. Mais peut-être pour rebondir du coup sur Uber Eats, je pense que, et à nouveau, je le disais tout à l'heure, c'est très complémentaire. On ne vend pas la même chose. Sur Uber Eats, la commission, elle rémunère deux choses. Elle rémunère l'apport d'affaires et la partie livraison. Et donc cet apport d'affaires, même dans la partie en direct, quelque part, il existe parce qu'il va quand même falloir générer la demande. C'est juste que vous n'allez pas l'acheter à Uber. Et du coup, Foodlab et Matsuri pourront en témoigner, mais pour ramener des gens sur son canal en propre, en livraison, il y a quand même un effort d'acquisition à faire à un moment donné, alors qui peut être fait aussi via le programme de feed, qui peut être fait en restaurant sur place, en mettant en valeur la livraison et en redirigeant sur le site, mais qui peut être aussi fait via de l'acquisition online un peu plus classique, de paid marketing pour rediriger du trafic, ou même pour faire télécharger les apps, si on parle des sushi shops et autres qui sont des géants de la livraison en propre. Évidemment qu'il y a eu un effort d'acquisition à un moment pour avoir des clients qui téléchargent l'app. Donc, en fait, l'équation économique reste la même des deux côtés. De mon point de vue, il n'y en a pas forcément une qui est plus rentable que l'autre. C'est des modèles différents sur lesquels les choix ne sont pas exactement les mêmes. Sur la partie en propre, il y a plus de liberté pour décider typiquement de qu'est-ce qu'on investit sur la partie acquisition et ensuite comment on travaille. Vous le disiez, le fait d'augmenter potentiellement légèrement les prix, le fait de mettre un frais de service, un frais de préparation, un frais de livraison, potentiellement une pénalité petite commande. Enfin, il y a plein de manières de pricer les choses et il n'y a pas une seule recette qui fonctionne. Ça dépend aussi du type de produit, du type de clientèle et de la sensibilité finalement prix de cette clientèle.
Versus sur la partie plateforme, il y a un côté un peu plus clé en main, où en fait là on vient acheter de la demande qu'on n'a pas à générer soi-même, et du coup la commission finalement elle rémunère ça, elle rémunère l'ensemble de cette demande, et en effet parfois il faut augmenter un peu les prix pour qu'on s'y retrouve, et c'est ok aussi pour le consommateur parce que finalement lui il est chez lui tranquille, et il est potentiellement ok de payer un petit peu plus qu'en sur place. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Peut-être on peut juste terminer par, enfin en tout cas rajouter un. Je juste faisais un commentaire, mais faut bien se dire qu'on est dans un, pour ce qui est de la livraison à domicile ou donc par les plateformes Uber Eats, ou d'une manière générale, on a des prix qui ont été rehaussés d'environ 15%. C'est à peu près ce qu'on constate sur le marché. Dans un marché où effectivement des marges sont différentes, les paniers moyens sont différents, et où le coût des plateformes, le taux justement pour apporter un client et une solution logistique va de 20 à 30%. Si on balaye le champ du possible. Donc ça veut dire, si vous regardez ça et que vous ramenez ça à votre panier moyen, vous êtes à 20%, c'est à peu près votre coût logistique. Tout ce qui est au-dessus, c'est le coût d'acquisition. Bon. Donc en fonction de la taille de l'enseigne, la taille de la marque, le niveau de partenariat que vous avez avec exclusif ou pas exclusif, avec Uber ou Deliveroo, etc., avec l'ensemble des plateformes. Bon, on est dans un marché de toute façon qui donne de la valeur, et tant mieux, à la livraison, parce que ça a un coût, et c'est super. Je veux dire, c'est bien que le consommateur s'en rende compte que le fait de ne pas descendre, aller chercher chez le restaurateur, et que ça a un coût, et qu'il peut le faire par ailleurs. Donc c'est pour ça que le click and collect est nécessaire, et on revalorise et on redonne de l'argent aux clients. Et là, on a avec la gestion de la livraison directe, via Uber Direct notamment, on a la capacité à aussi faire le même chemin qu'on le fait avec le click and collect ou la vente emportée, en redonnant un peu mais en faisant chacun avec ses marges, avec ses capacités, et en faisant bien ses calculs pour savoir ce qu'on peut redonner concrètement intégré dans un funnel de fidélité ou dans du discount direct. Sur de la livraison avec nos propres clients, et qu'on fidélise bien sûr, et qu'on essaie de faire grandir avec du parrainage, avec tout un ensemble de solutions, et en gérant, en s'appuyant sur l'omnicanalité bien sûr. Oui, donc ça revient au fait qu'il ne faut pas opposer les deux, et effectivement vous allez avoir une partie de votre clientèle qui sera peut-être un peu plus volatile, et vous serez content sans doute de la toucher, cette clientèle volatile, au travers des marketplaces. Et de l'autre côté, une clientèle peut-être plus fidèle, plutôt en recherche d'expérience, et qui va se créer des habitudes de consommation et qui voudra consommer dans votre point de vente, sur votre marque, vos produits. Et là, il faut pouvoir la livrer. Et là, c'est important, justement, encore une fois, de proposer ce type de service. Bonjour. Donc moi, c'était pour vous, Adrien. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez 30% de votre chiffre d'affaires qui était lié à la livraison. Je voudrais savoir si c'était quelque chose que vous aviez intégré dans votre business model, ou si c'était venu de par votre identité digitale exacerbée a priori. Mais enfin... Alors là, si c'est 30%, c'est pour Matsuri. C'est une enseigne que je viens de reprendre et qui existe depuis longtemps. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, le point d'arrivée, pour moi, il peut être un peu inférieur à ça. Donc parce qu'on pense qu'on a un relais de croissance sur justement l'activité sur place et sur la vente emportée. Et pour un business qui se veut de restauration assise majoritairement, tenir la livraison en dessous de 30%, c'est plutôt sain. Pour des raisons de marge, et pour des raisons de modèle, pour des raisons d'organisation. Donc ça, c'est le chemin de Matsuri, en tout cas. Si on regarde d'autres enseignes, moi j'en connais quelques autres que j'accompagne aussi, bon, le point de départ est différent. Ça peut être du 50-50, avec des pure players qui font que de la vente emportée et de la livraison, d'autres qui font quasiment pas de livraison et qui se posent la question de le faire. C'est quand même assez rare, parce qu'on est passé par le Covid, et tout le monde, on va dire majoritairement l'ensemble des acteurs, ont fait de la livraison par nécessité. Certains ont débranché, parce qu'ils se sont fait peur en disant « oula, comment je gère ?» Et c'est forcément des métiers différents. Et puis même d'un point de vue de l'organisation d'un restaurant, faire de la livraison sur la production, sur la gestion au global de son entreprise, c'est pas la même chose. En tout cas, c'est des process et une organisation qui peuvent être spécifiques, et en tout cas qui doivent être aménagées. Donc voilà, en tout cas pour Matsuri, puisque c'était votre question, 30% c'est la bonne limite. Pardon ?
C'était ce qui existait avant que vous repreniez l'enseigne. C'est très récent, c'était en novembre, donc vous voyez. Il faudra me poser la question l'année prochaine. Et ça, là-dessus, nous, Food Lab, c'est une des ADN de notre boîte, c'est qu'on est le food court qui livre aussi. C'est-à-dire que les food courts, les food society, tout ce que vous pouvez connaître, qui sont des food and leisure, aujourd'hui, c'est vraiment le parti pris, c'est de cumuler les loisirs et la nourriture dans des immenses sites. Nous, on prend des plus petits sites qui sont périurbains, dans lesquels on apporte du surplace aux clients. Et en fait, on a 2 entrées dissociées, une entrée pour les livreurs, une entrée pour les clients, qui permet de ne pas se cannibaliser, c'est-à-dire que chacun vit une expérience correcte, le client n'est pas déstabilisé ni embêté par le livreur, et vice-versa. Et pareil en cuisine, les cuisines sont pensées pour pouvoir gérer tous ces flux-là de cette omnicanalité, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre différence par rapport aux autres. Et voilà, mais il faut en effet, je rebondis là-dessus, pourquoi ? Parce qu'il faut vraiment penser, quand on fait de la livraison et qu'on est amené à faire des volumes, il faut penser ses aménagements, penser son fonctionnement pour ça, parce que sinon on se retrouve très rapidement dépassé et ça peut être compliqué. D'autres questions ? Bonjour à tous. Alors, curiosité légèrement hors sujet, mais en gros, là sur Paris, on va vivre les JO bientôt. Fatalement, vous êtes clairement connecté à cet univers livraison. Est-ce que de là, vous êtes déjà bien sûr en train de vous organiser, fortifier votre organisation ? Et si oui, comment allez-vous devoir le faire potentiellement ? Et est-ce qu'il va y avoir un gros impact sur votre business ? Voilà. Et dernière question jointe à celle-là. Février, 2-3 rumeurs papier, comme quoi entre 22h et 7h du matin, un projet de réflexion d'interdiction des 2 roues thermiques roulant à Paris entre 22h et 7h. Enfin, c'est pas le plus fort de votre business, mais c'est quand même un sacré créneau horaire. Voilà, curiosité. Alors du coup, oui, les JO vont impacter un peu les opérations de livraison. Heureusement, les 2 roues, les vélos sont a priori, j'ai pas les dernières infos les plus à jour, mais pas touchés par les restrictions de circulation. Je pense qu'il y aura plutôt des sujets d'approvisionnement et ça, on le voit avec un certain nombre de nos partenaires, pas uniquement sur la partie restauration, mais aussi sur des enseignes retail classiques qui typiquement nous demandent si on pourra les aider à redispatcher des stocks d'une boutique à l'autre, puisqu'ils auront plus de difficultés à s'approvisionner depuis l'extérieur de Paris. Je ne sais pas si ça va potentiellement vous toucher aussi sur les appros amont, typiquement. J'imagine que les matières premières qui arrivent pas forcément en vélo, donc il y aura peut-être des sujets. La réponse n'est pas simple puisque nos propres fournisseurs ne sont pas très à l'aise non plus avec cette question. Donc, je pense qu'ils sont tous en train de s'organiser pour gérer au mieux. Dans le cœur de Paris, puis vous avez des secteurs aussi, donc ça dépend aussi des secteurs. Il y a des secteurs qui vont être très verrouillés, qui vont être compliqués d'accès. Donc, on va, en tout cas, pour ma part, on a pris le choix de rester ouvert partout. Mais c'était quand même une question qu'on s'est posée en savoir est-ce qu'il n'y a pas des endroits qui vont être très, très pénalisés, est-ce qu'il faut rester ouvert ? La question a été vite évacuée. Il faut tester. C'est quand même une super opportunité de recevoir les JO, donc on va faire de notre mieux. Maintenant, je dois dire qu'on manque un peu d'informations, c'est pas très clair. Ça change aussi. Il y a des choses qui ont changé aussi, même au niveau de l'inauguration même des JO, donc ça va bouger les flux. Mais sur la filière, sur l'ensemble des fournisseurs, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt bien organisés, qu'ils sont prêts, sauf à être repoussés vers les extérieurs et à ne pas pouvoir livrer nos restaurants dans l'ensemble, quelles que soient les activités. Ça devrait bien se passer. Ouais, je pense que c'est peut-être une excellente conclusion, ce focus sur... Peut-être je réponds juste à la deuxième partie de la question. Désolée pour ne pas donner l'impression que je l'évite. Sur la partie 2 roues thermiques, clairement, ça va dans le sens de toute manière de ce qu'on essaye de faire. On a beaucoup d'initiatives pour que la flotte soit de plus en plus verte. La majorité des livreurs sont déjà à vélo, mais il y a pas mal d'initiatives en cours pour continuer à augmenter la part de vélo. Donc pour moi, c'est une initiative qui va plutôt dans le bon sens et qui est assez cohérente avec les sujets de nuisances sonores qui sont parfois évoqués quand on parle des sujets de livraison. Pardon Antoine de t'avoir coupé. Non, je disais que c'est ce focus un peu sur les JO, je pense que c'est une bonne conclusion par rapport au sujet du jour sur l'omnicanalité. On va accueillir en France
beaucoup de monde, avec des populations cosmopolites et sans doute avec des modes de consommation, des besoins qui seront très divers et variés. Et donc, encore une fois, cette nécessité, je pense, d'être présent sur tout le spectre et de répondre aux besoins de chacun. Merci en tout cas à tous et merci Adrien et Raphaël d'avoir accepté notre invitation pour témoigner de votre expérience de l'omnicanalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.